C'est celui-là qui marche ou c'est l'autre? Ah, c'est celui-là. Donc, comment il se dégrade ou pas en milieu marin. Donc, en effet, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, très d'actualité. C'est un travail qui est fait au L2C, en particulier avec notre postdoc financé par NUMEV, Thibaut Gaillard, Mathieu Georges et moi-même. Et je tiens beaucoup à remercier NUMEV pour avoir financé ce travail, parce que c'est un sujet qui est neuf, en fait, qui est arrivé avec moi à Montpellier il y a 2 ans. Et NUMEV nous a soutenus dès le début, ce qui nous a vraiment permis de démarrer les choses sur ce thème. Alors, c'est un sujet qui est fait aussi en collaboration avec des biologistes. On a besoin de biologistes sur ce thème-là, qui travaillent à Banyuls, au LOMIC, et puis sur Montpellier aussi, au IAT. Alors, quelques mots juste de la situation des plastiques en mer dont on entend beaucoup parler. La première chose à savoir, c'est qu'en fait, 80% des plastiques qui sont en mer, ils viennent de la terre. Ils sont amenés à la mer par les rivières et par le vent. C'est pas seulement les pêcheurs. Et on entend parler depuis le début d'un continent de plastique. En fait, il n'y a pas un continent de plastique. Il y a au moins 6 endroits dans le monde où les plastiques se sont accumulés. Et en fait, ils circulent d'un endroit à l'autre. Donc, ils sont répartis dans toutes les mers de façon à peu près homogène. On parle de déchets plastiques. Et quand on pense à ça, on pense souvent aux sacs en plastique ou aux canettes que l'on voit des fois sur les plages, dans la mer. En fait, ces déchets plastiques se réduisent en déchets plus microscopiques, qui sont appelés des microplastiques. Et on voit ici un exemple des déchets qui sont ramassés à l'heure actuelle par les scientifiques dans les océans. Et ces débris sont encore plus gênants que les débris macroscopiques, parce qu'évidemment, ils sont dispersés, ils sont de même taille, typique que certains animaux marins. Et donc, on a du mal à les récupérer. Et puis, en plus, ils peuvent passer dans la chaîne alimentaire, étant tout petits, être ingérés par différents animaux et arriver dans notre assiette. Donc, quel est l'état des lieux de ce que font les scientifiques à l'heure actuelle sur ce thème? On peut dire qu'il y a peut-être 3 grandes directions. La première, c'est vraiment de collecter des données sur les déchets. C'est vraiment beaucoup d'équipes s'occupent de ça. Alors, on collecte des données sur leur répartition, bien sûr, aussi sur leur nature. En fait, la plupart des déchets qu'on ramasse sont du polyéthylène, donc hautement non biodégradable, et du polystyrène en second. Les déchets ne sont pas que en surface. En fait, il y en a une petite proportion en surface, 15%, mais on suppose que 70% sont au fond de la mer. Et on collecte donc des natures sur leur taille et leur toxicité sur le milieu marin. Une deuxième voie, c'est d'essayer d'identifier des bactéries qui vont dégrader ces matériaux. Et j'ai mis le mot marine entre parenthèses, parce que si on voit parfois dans les médias le fait qu'on a trouvé un ver qui est capable de manger des sacs en plastique, rien ne nous dit que les bactéries peuvent être en mer et que des bactéries marines vont être capables de le faire. Donc, toute une voie de recherche est dans cette direction-là. Et en troisième lieu, évidemment, essayer de fabriquer des matériaux qui vont être plus biodégradables, en particulier en mer. Le problème de la biodégradabilité en mer est différent de celle en sol ou en compost, parce que d'une part, on a des basses températures, donc ça se dégrade moins bien, et d'autre part, le milieu est très dilué, donc il faut que le plastique rencontre ce qui va pouvoir le dégrader. Donc l'idée, c'est de trouver des matériaux qui vont à la fois avoir les bonnes propriétés d'usage pour le temps pendant lequel on en a besoin, mais aussi se dégrader. Alors, aussi étonnant que ça paraisse, on n'a aucune idée de la durée de vie dans l'océan d'un plastique à l'heure actuelle. On voit même écrit parfois que ça dure des centaines d'années alors que le plastique n'existe pas depuis aussi longtemps. Et évidemment, a fortiori, on ne connaît pas les cinétiques de biodégradation. Donc c'est ça qui nous intéresse dans notre sujet. Et on connaît les différents mécanismes qui peuvent conduire à la dégradation du matériau. Et il y a 2 grands types, les mécanismes abiotiques qui ne font pas intervenir le vivant. Et ici, on a les vagues et les rayons UV qui peuvent dégrader le matériau. Et puis les mécanismes biotiques, donc qui font intervenir par exemple les bactéries pour dégrader le matériau.
Ces trois types de mécanismes conduisent à la même chose, c'est-à-dire d'une part à la coupure des chaînes en chaînes plus petites. Par exemple, l'oxydation UV va couper les chaînes de polymères, à la création de défauts du matériau, à la fissuration du matériau. Alors, ces trois mécanismes conduisent à ces processus que je viens de décrire, mais il y a par contre une énorme différence si le matériau va fissurer plus vite et donc se fragmenter en priorité, ou si le matériau ne va pas se fragmenter, mais plutôt être colonisé par des bactéries qui, elles, vont pouvoir le dégrader et l'assimiler. C'est la seule voie de véritable biodégradation, c'est que les bactéries puissent assimiler le matériau et le rejeter ensuite dans l'atmosphère sous forme de CO2 ou fabriquer plus de biomasse. Donc l'idée, c'est d'essayer de favoriser cette voie-là par rapport à la voie de la fragmentation et donc de regarder également comment le matériau se fragmente. Un dernier mot avant de passer aux résultats sur la dégradation biotique. Comment est-ce que ça se passe? Il y a diverses étapes. La première chose, c'est que les bactéries doivent rencontrer le matériau, le polymère. Lorsqu'elles le rencontrent, elles ont une probabilité non nulle d'adhésion sur ce matériau. Et puis, une fois qu'elles ont adhéré, elles commencent à excréter une matrice de polymères qui s'appelle des exopolymères et dans lesquels elles vont s'enrober. Cette matrice va leur permettre d'excréter des enzymes qui va conduire à la deuxième étape du processus. Donc ces enzymes que j'ai représentées ici comme un ciseau vont pouvoir couper les chaînes de polymères en chaînes plus petites. Donc c'est ça la première étape de biodégradation, que les enzymes découpent le polymère en oligomères. Une fois que les chaînes sont suffisamment petites, et seulement à ce moment-là, les bactéries peuvent les assimiler. En effet, il faut non seulement que le nutriment soit en solution pour la bactérie, mais également qu'il soit suffisamment petit pour pouvoir passer à travers la membrane lipidique de la bactérie et à travers le pore qui va être constitué. Donc l'action des enzymes est une action préalable pour que la dégradation bactérienne puisse avoir lieu. Donc nous, on a travaillé sur deux systèmes. D'une part, un système le plus proche possible de l'environnement marin. Donc là, j'ai représenté avec mes talents en dessin assez faibles, donc je vais vous décrire ce que c'est. C'est un polymère sur lequel on a des bactéries qui commencent à adhérer et des débris marins qui se déposent en même temps que les bactéries. Et puis, autour de ces bactéries commence à se constituer un biofilm, comme je le disais précédemment. Donc, on étudie cette adhésion et cette colonisation, et on l'étudie en parallèle sur des systèmes qui ne sont pas biodégradables, comme le polyéthylène et le polystyrène, et qui sont, comme je l'ai dit, les plus abondants dans la mer à l'heure actuelle, et des matériaux biodégradables, essentiellement des polyesters. Donc vous voyez toute une famille de polyesters qu'on étudie, qui ont des propriétés différentes en fait. Le deuxième système, modèle, pour se rapprocher un peu de ce qu'on sait faire en tant que physicien, en diminuant le nombre de paramètres et aussi en accélérant les temps pendant lesquels on doit observer les phénomènes, eh bien, on a travaillé sur un système polymère-enzyme que je vous décrirai par la suite. Donc, dans l'environnement marin, c'est des expériences qui sont faites à l'Observatoire océanologique de Banyuls. On a des containers ici dans lesquels on met nos films de plastique et qui sont en prise directe avec l'eau de mer de la baie de Banyuls. Donc l'eau de mer circule à l'intérieur et on prélève ces échantillons à des temps donnés et on les analyse à divers temps sur des durées qui vont jusqu'à 6 mois. On fait deux types de caractérisation. D'une part, les caractérisations biologiques. Alors, ces caractérisations biologiques vont nous permettre de suivre au cours du temps l'évolution de la colonie bactérienne. Donc, on fait trois types de caractérisation. On caractérise l'abondance, donc la quantité de bactéries qui a colonisé le matériau. La diversité, c'est-à-dire les différentes espèces qui ont colonisé le matériau. Et l'activité, c'est-à-dire si les bactéries font quelque chose ou ne font rien du tout sur le matériau. En parallèle, ici, on caractérise essentiellement par AFM la surface du polymère, donc par exemple son état de gonflement dans l'eau, sa rugosité, ses propriétés mécaniques. C'est intéressant de faire ça parce que, à l'heure actuelle, très souvent, les conclusions sur la dégradation des matériaux en mer sont indirectes, c'est-à-dire que
les biologistes disent les bactéries sont actives, donc elles dégradent. Et peu d'études sont faites sur la dégradation réelle du matériau, en particulier en corrélant avec l'activité biologique. Donc je vais vous donner quelques exemples de polymères et de ce qui se passe sur leur surface. Donc ici, deux polymères très différents, le polyéthylène qui est donc non biodégradable et le PHBV, polyhydroxybutyrovalirate, je l'appellerai PHBV, qui est un polyester. Sur ce premier polymère, on voit donc au bout de 143 jours une colonisation certaine. Ce sont les petits points blancs qui sont plus en hauteur en image de topographie. Et on voit peu d'évolution à l'œil comme ça de la surface, et même si on regarde de plus près, ce qui est confirmé par le fait que la rugosité du matériau, en fonction du temps, ici en bleu, est quasiment constante. Sur le PHBV, on voit déjà, c'est un matériau semi-cristallin qui est donc constitué de sphérulites. On voit la forme de ces sphérulites, ici on voit des hexagones. Donc c'est des grosses sphérulites dont on voit que la structure change assez rapidement, puisqu'ici on est au bout de 45 jours. Donc on a dans ce cas-là probablement une altération de la surface liée à la colonisation, mais aussi au gonflement, potentiellement à la recristallisation du matériau en mer. Difficile donc de conclure sur la différence entre l'effet de la bactérie, l'effet de l'eau et sur la structure du matériau. On voit ici également que la rugosité de ce matériau augmente avec le temps, ce qui manifeste son altération. Un troisième polymère intéressant et dont je reparlerai plus tard dans les études modèles, c'est l'acide polylactique. C'est un polymère qui est utilisé beaucoup dans le corps humain. En fait, il est biocompatible et il se dégrade dans le corps humain. Donc il n'est pas utilisé pour des prothèses, il est utilisé plutôt pour des sutures ou des choses comme ça. Et on voit, par exemple ici sur cette image, au bout de 199 jours en mer, on voit une fracture ici, même plusieurs fractures, qui démarrent sur des trous ici. On voit ici l'image en plus grand. Quelle est l'origine de ces fractures? Est-ce que ce sont ces trous qui étaient auparavant remplis par des petits objets qu'on voit partout sur la surface qui sont à peu près de la même taille que ces trous? On ne sait pas. On ne sait pas si les petits objets sont des bactéries ou d'autres types d'organismes. Donc, à nouveau, on observe de la fragmentation, mais difficile de conclure, enfin de la fissuration, mais difficile de conclure sur son origine. Alors, si on regarde au niveau de la biologie, qu'est-ce qu'on observe? Ça, c'est le nombre de bactéries par unité de surface en fonction du nombre de jours passés en mer. On voit deux catégories de matériaux. Les matériaux ici, où le nombre de cellules est relativement grand, qui sont les polymères biodégradables. Et puis, polystyrène, polyéthylène, pas grand-chose au niveau des bactéries. Donc, un rôle de la surface, évidemment, sur la colonisation. Alors, si on regarde de plus près ces courbes, on voit qu'en fait, au début, la quantité de bactéries décroît pour tous les polymères. Et elle remonte seulement pour les polymères biodégradables et elle reste constante pour les polymères non biodégradables. Donc, pour comprendre ce qui se passe avec cette décroissance et cette croissance des bactéries sur les deux surfaces, je vous montre un graphe qui montre l'évolution des espèces. Donc ici en vert le polyéthylène et en bleu le PHBV. Donc comment lire ce graphe? Ici vous avez les différentes espèces qui ont été repérées sur le matériau et ici vous avez le nombre de jours d'immersion. Et on voit une différence entre les deux polymères. Sur le polyéthylène, on a les espèces à peu près un peu toutes réparties et puis qui évoluent peu au cours du temps. Sur le PHBV, on voit quelque chose de complètement différent. On voit une espèce dominante, une ou deux espèces dominantes, et ce ne sont pas les mêmes espèces qui dominent au cours du temps. Que déduit-on de ça? On déduit que le PHBV probablement sélectionne les espèces de bactéries, c'est-à-dire qu'elles se succèdent, et on pourrait supposer, en tout cas on se pose la question, est-ce que cette sélection des espèces conduit à sélectionner l'espèce qui va effectivement dégrader le PHBV et qui donc, elle, peut survivre sur le matériau en se développant. Donc, voilà. Alors, un dernier élément, c'est de regarder l'activité bactérienne, comme je le disais. Et là, on voit une activité bactérienne qui est très faible sur le polyéthylène, plus élevée sur le PHBV.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est de mettre en évidence l'activité bactérienne par bactérie, parce que le nombre de bactéries varie aussi au cours du temps. Et là, on voit apparaître un phénomène intéressant qui est qu'on a un maximum d'activité bactérienne ramenée à une bactérie au même endroit pour tous les polymères, qu'ils soient biodégradables ou pas. Ça nous permet de parler d'un phénomène qui est classique, qui est la primocolonisation, c'est-à-dire qu'au début, les bactéries rencontrent le matériau, commencent à le coloniser, et on a cet effet d'activité au début de la colonisation qui rediminue ensuite, et avec, pour le polyéthylène, les bactéries qui disparaissent, plus ou moins, et pour le PHBV, une autre colonisation qui commence, comme on a vu précédemment. Donc ça nous permet de donner un scénario, un début de scénario d'adhésion et de colonisation, qui serait qu'on a cette fameuse primocolonisation sur toutes les surfaces, de manière plus ou moins grande, mais elle a lieu sur toutes les surfaces, et puis une reprise de la colonisation avec des bactéries sélectionnées uniquement sur les polymères biodégradables. Donc on peut être capable peut-être de sélectionner les bactéries plus adaptées, et on se pose la question, est-ce que c'est à ce moment-là que commence la biodégradation, lorsque les bactéries plus adaptées ont été sélectionnées sur le matériau? Alors ça, c'est un travail de thèse qui a été fait entièrement au LOMIC, à Banyuls, les mesures biologiques, mais on a un certain nombre d'articles en collaboration avec eux, dont certains sont soumis, enfin il y en a 3, un qui est déjà soumis, un qui est en cours de soumission, et le 3e en cours d'écriture. Voilà, donc je vais passer à la deuxième partie qui consiste donc, comme je le disais, à essayer de décorréler les différents mécanismes qui interviennent dans cette dégradation. Et comme on l'a vu, la partie où les bactéries vont excréter des enzymes et où les enzymes vont pouvoir attaquer la surface est complètement cruciale pour démarrer la biodégradation. Et donc on va s'intéresser simplement à la partie enzymes avec surface de polymère. Donc le polymère que l'on a utilisé, c'est l'acide polylactique, celui sur lequel je vous ai montré une fracture précédemment. Donc on sait que ce matériau fracture, qui est un matériau semi-cristallin, et on l'a utilisé sous 3 formes, soit sous forme amorphe, soit sous forme semi-cristalline à 20% de cristallinité ou à 35% de cristallinité. Le système d'enzymes avec lequel on étudie est extrêmement bien connu, c'est de la protéinase K sur ce polymère. On connaît bien la réaction et toutes les caractéristiques qu'il faut pour qu'elle soit faite correctement. Et nous, on souhaite caractériser donc la surface de polymère, mais aussi ce qui se passe en solution. Est-ce qu'en solution, on récupère des oligomères ou est-ce qu'on récupère autre chose, des objets plus gros, des fragments? Qu'est-ce qu'on récupère en solution? On caractérise la dégradation du matériau en fonction du temps, soit en AFM en mesurant la hauteur de marche. Vous avez vu sur la diapo précédente que le film n'est pas, je ne sais pas si on le voit bien, mais il n'est pas totalement immergé, il y a un bout qui sort, hein, donc la marche c'est la différence de hauteur entre le bout qui sort et le bout qui est immergé, soit en mesurant carrément la perte de masse du film de polymère au cours du temps, et on caractérise la rugosité du film. Alors on voit très bien ici ce qui se passe, hein. Ici vous avez la partie de la surface qui n'est pas immergée et ici celle qui l'est. Et on voit qu'au cours du temps, eh bien, la partie immergée a sa rugosité qui augmente de façon assez évidente. On a observé aussi sur certaines images, en fait, une altération de la surface en forme de marche, comme si des fragments se séparaient du matériau. Alors la première chose qu'on a regardée, c'est la cinétique de cette attaque enzymatique. Donc j'ai représenté ici la perte de masse par unité de surface en fonction du temps pour les 3 polymères que j'ai mentionnés, le polymère amorphe en rouge, le semi-cristallin 20% en vert et le 35% en bleu. Et on voit que la cinétique de dégradation du matériau amorphe est plus rapide que celle du matériau semi-cristallin, ce qui est bien connu, car les enzymes attaquent préférentiellement les parties amorphes du matériau par rapport aux parties cristallines.
Au point de vue de la cinétique, on ne le voit pas là parce que je n'ai pas montré les temps courts, mais au début de la cinétique, on a une perte de masse qui est proportionnelle au temps. Donc on a une cinétique proportionnelle au temps, ce qui est le résultat classique dans ces systèmes. À temps plus long, on voit un ralentissement de la cinétique, comme représenté sur ces courbes ici. On a une loi de puissance qui est plus petite que 1,5. Il y a plusieurs raisons peuvent expliquer ce ralentissement, mais en particulier une des raisons, c'est que les enzymes elles-mêmes perdent leur activité au cours du temps et donc peuvent expliquer un ralentissement de la réaction. La réaction ne s'arrête pas, mais elle ralentit. Et donc, on est en cours de faire des mesures d'activité des enzymes au cours du temps dans cette solution. Sachant que lorsque l'on mesure cette vitesse de réaction, en fait, on ne mesure pas que la cinétique de la réaction chimique, mais effectivement tous les autres mécanismes qui peuvent aller avec, la diffusion des enzymes dans le polymère, l'absorption des enzymes. Donc, il n'y a pas que la cinétique de la réaction chimique pure qui est contenue dans cette cinétique. Alors, si on regarde ces surfaces attaquées par des enzymes en AFM, voilà l'évolution de la surface pour le polymère amorphe. Et on voit que, essentiellement, on a des trous qui apparaissent et dont la taille grossit et dont le nombre augmente au cours du temps. Une façon d'analyser de manière plus quantitative ces données, c'est de regarder la rugosité du matériau. Donc, la rugosité, c'est la rugosité classique RMS, qui est donc la différence de hauteur entre un point et la valeur moyenne au carré. Cette rugosité a ce type de variation, même si la statistique n'est pas complètement encore extraordinaire, c'est quelque chose qu'on doit améliorer, on a l'impression que cette rugosité augmente et puis sature avec le temps. Elle sature vers une valeur qui fait à peu près 140 nanomètres de rugosité. Sur le polymère semi-cristallin, on observe quelque chose de complètement différent, puisqu'on n'a pas l'apparition de trous, mais on a l'impression de voir apparaître des petites structures ici de manière de plus en plus claire, dont on pense que ce sont des cristallites du matériau qui sont dégagés par l'attaque enzymatique. Et avec nos yeux d'experts en AFM, nos yeux de certains de nos experts en AFM, on a l'impression de voir apparaître une deuxième taille caractéristique sur beaucoup des images qu'on observe à plus grande taille. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une deuxième taille caractéristique plus grande ici. La courbe de rugosité a la même forme et pareil, sature à temps grand vers une rugosité maximale qui est plutôt de 400 nanomètres. Donc, alors, comme vous le voyez, la rugosité a la même forme alors que les surfaces n'ont pas du tout la même allure. Donc, on voulait essayer d'aller plus loin dans l'analyse de la surface. Et pour cela, on a regardé la fonction de corrélation hauteur-hauteur sur nos surfaces, qui va nous renseigner cette fois non seulement sur la rugosité de la surface, mais sur la forme de cette rugosité. C'est-à-dire également à une distance donnée, quelle est la rugosité de la surface. Donc on va avoir une information latérale sur la rugosité de la surface. C'est simplement cette moyenne, donc entre la différence de deux hauteurs, mais à une taille Y donnée. Donc ici, une fonction de corrélation classique, c'est H1,5, donc c'est la racine carrée de cette fonction. C'est homogène à une taille. Et cette forme classique, en fait, sature à Y grand, à la même valeur, enfin est proportionnelle à la valeur de la rugosité que je vous ai montré précédemment. Donc on a accès aussi à la rugosité ici par ce type de dépouillement, mais on a aussi accès à une longueur de corrélation caractéristique du matériau. Alors comme je vous l'ai dit, donc voilà la forme de nos fonctions de corrélation hauteur-hauteur pour ce polymère au cours du temps. Donc on passe du violet foncé à temps initial jusqu'au rouge ici lorsque l'on est à 28 000 minutes, ce qui correspond à quelques semaines d'expérience. Et comme je vous le disais, on soupçonne qu'on a peut-être deux tailles caractéristiques dans le système. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la valeur de cette fonction H1,5, soit pour une taille très grande, ici 10 microns, donc une taille à laquelle on sonde le matériau de 10 microns,
soit pour une taille à laquelle on sonde le matériau beaucoup plus petite, de 100 nanomètres. Ça nous permet de voir les rugosités à ces tailles caractéristiques. Donc on observe, je vous ai remis les deux graphes, ainsi que la rugosité qu'on avait mesurée avant, la rugosité avec classique. Et voilà ce qu'on observe pour la fonction H1,5, en rouge pour les grandes tailles à laquelle on sonde l'échantillon, et en noir pour les petites tailles. Ce qu'on voit, c'est que les deux cinétiques de ces croissances de cette fonction sont différentes selon qu'on regarde à petite ou à grande taille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, par exemple, à petit temps, on voit qu'à petite taille, on a une rugosité qui varie. Donc, on érode, l'érosion du polymère est perceptible à cette taille petite. Par contre, si on croit à ce plateau, eh bien, on n'a pas d'érosion perceptible lorsqu'on sonde le matériau à grande distance. Ensuite, les deux varient, mais à nouveau, elles ne saturent pas au même temps dans le matériau. Par contre, elles saturent toutes les deux et on retrouve ce résultat-là, qui est qu'à temps long, eh bien, on a l'impression que la surface n'est plus modifiée. L'érosion continue, mais en fait, sa rugosité ne varie pas. Donc, on a envie de proposer deux mécanismes différents pour l'érosion du matériau, un pour le polymère amorphe et un pour le polymère semi-cristallin. Pour le polymère amorphe, on avait ces trous ici dont on imagine qu'ils sont érodés en parallèle à la surface et puis qu'ils se rejoignent de plus en plus et que la surface continue à se creuser comme ça en gardant cet aspect au cours du temps. La question qui reste, c'est d'où viennent ces trous puisqu'on a un matériau amorphe. Est-ce que ce sont des points de fragilité du matériau? Est-ce que ce sont des défauts initiaux? Ou est-ce que c'est lié à l'attaque enzymatique? Donc ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse à cette question. Pour le polymère semi-cristallin, on a envie de proposer quelque chose avec deux tailles caractéristiques. D'une part, donc l'érosion, comme je le disais, elle va commencer par la partie amorphe. Ici, j'ai représenté les petites cristallites en noir. Et donc, elle va creuser autour des cristallites et donc dégager progressivement les cristallites par rapport à la partie amorphe. Donc, on imagine bien que la rugosité peut augmenter à une taille typique de la taille des cristallites à temps court. À temps plus long, eh bien, le polymère amorphe, l'enzyme va suivre les chemins d'amorphe dans le matériau et donc va refléter la morphologie du matériau et la façon dont les cristallites sont dispersés dans le matériau. Et on se dit que peut-être la grande taille caractéristique reflète les chemins d'amorphe dans le matériau et la taille caractéristique de ces chemins. Et là, peut-être qu'on observerait en même temps la dissolution d'oligomères et l'apparition de fragments et de cristallites en solution. Donc pour aller plus loin, une des choses, c'est de mieux contrôler la morphologie, évidemment, de voir d'où viennent ces petits points hétérogènes dans le polymère amorphe, par exemple. On peut contrôler la morphologie en changeant la taille des cristallites ou leurs proportions. Et puis de valider évidemment ces deux mécanismes, à la fois par d'autres expériences, mais surtout en essayant de fabriquer des modèles où on injecte l'idée de ces mécanismes et l'on voit si l'on obtient une variation de surface telle que je viens de décrire, telle que décrivent les expériences. J'ai ma conclusion qui arrive. Et donc, les deux grandes parties que j'ai présentées, d'une part, on montre qu'on a une existence de niches bactériennes qui sont spécifiques sur les polymères, et en particulier les polymères biodégradables, après quelques semaines, ce qui va nous permettre de sélectionner, et les biologistes sont en train de le faire, les bactéries qui vont dégrader les différents matériaux. Par ailleurs, on voit que les vitesses de dégradation du matériau, en tout cas par les enzymes, dépendent fortement de la morphologie. Et donc, une idée pourrait être de jouer sur la morphologie des matériaux pour accélérer la biodégradation en mer. Alors, en se souvenant que tous les matériaux sont semi-cristallins, presque tous les plastiques que l'on a d'usage courant sont des matériaux semi-cristallins, et pour une bonne raison, qui est que ça leur confère les bonnes propriétés mécaniques. Donc, on ne peut pas supprimer la cristallinité d'un plastique. L'étape suivante dans notre projet, c'est de travailler, cette fois de remettre le système plus complexe avec la bactérie, les enzymes, donc une bactérie sélectionnée sur un matériau dont on sait qu'elle le dégrade, et essayer de regarder la localisation à la fois du film bactérien et de la dégradation du matériau
pour voir s'il y a un lien entre l'endroit où le matériau est dégradé et l'endroit où est le biofilm. Et ça se fera en collaboration avec Jean-Louis Bantini au L2C, qui va nous permettre d'analyser encore mieux la surface, parce qu'il possède il est en train de mettre au point de la cartographie infrarouge, qui va nous permettre donc de visualiser la surface. Et puis avec Régis Grimaud à l'IPREM à Pau, qui va nous aider pour les cultures bactériennes, puisque c'est un microbiologiste spécialiste des cultures bactériennes. Et je voulais juste montrer à nouveau toutes les différentes collaborations qui ont permis de faire ce projet à Montpellier, à Banyuls, et puis à Yacht également, et avec la Belgique qui nous a fourni une partie de l'acide polylactique sur lequel on travaille. Merci.